Bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis bien content de vous retrouver en forme et si nombreux, malgré les circonstances. Alors, la dernière fois, j'avais retracé à grands traits la formation de l'individualisme moderne en remontant à ses sources nominalistes. J'avais montré comment se formait là la représentation de ce que j'avais appelé l'individu cockpit, c'est-à-dire cet individu doté d'une volonté souveraine, posant ses buts et planifiant ses actions, et assuré de pouvoir le faire grâce aux droits et libertés que lui garantissait le contrat social qui lui a permis d'entrer en société. J'avais montré en quoi le contrat social était au fond la solution de ce que j'avais appelé la solution nominaliste du problème nominaliste précisément, c'est-à-dire celui qui consiste à réussir à faire un ordre social stable. Alors, en fait, il est très important pour moi de remonter à cette source nominaliste du XIVe siècle pour pouvoir véritablement considérer la confiance à la racine dans cette conception même de l'individu moderne. Il se trouve que depuis la dernière fois, j'ai pris connaissance, j'ai même lu le dernier livre d'Éric Sadin, qui s'appelle « L'ère de l'individu tyran ». Éric Sadin est un spécialiste du numérique, on va dire. Ça fait déjà plusieurs livres maintenant qu'il diagnostique notre société numérique. Et ici, il lit en quelque sorte le numérique ou l'impact du numérique à travers les lunettes de l'individualisme contemporain. Et il veut retracer ce qu'il appelle la genèse de l'individu tyran. C'est pourquoi le livre s'appelle « L'ère de l'individu tyran ». Ce que j'aimerais juste signaler ici, c'est que lui, par exemple, fait remonter le début de la modernité aux Lumières et au libéralisme individualiste, en particulier à la conception qu'avait Locke de l'individu et dont s'est effectivement inspiré directement la Constitution américaine. Alors, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, cette filiation est historiquement exacte, mais elle me semble philosophiquement superficielle, parce que l'individu dont parle Locke, déjà au XVIIe siècle, tout début du XVIIIe, fin XVIIe, cet individu dont nous parle Locke et dont il fait grand cas est déjà un individu nominaliste, doté de pouvoirs subjectifs, et il est doté de pouvoirs subjectifs déjà dans l'état de nature. Et donc, avec de telles prémisses, pour lui, pour Locke et pour toute la tradition libérale qui s'ensuit, le seul problème à résoudre, c'est celui de rendre possible la coexistence de ces libertés qui chacune se vit dans sa bulle, alors que, me semble-t-il, c'est la bulle elle-même qui fait problème. Mais évidemment, on s'empêche de le voir dès lors que la bulle est donnée comme une évidence et que, au fond, le problème à résoudre, c'est de préserver cette bulle. Et par conséquent, il me semble qu'avec une généalogie qui commence là, à Locke ou au libéralisme, beaucoup trop tard, quand tout est déjà joué. Il faut, me semble-t-il, au contraire, s'interroger sur la constitution même de cette bulle que Locke tenait pour évidente, ou de ce cockpit, comme je l'avais dit, pour voir si cette conception elle-même de la bulle est adéquate ou pas. Et à mon avis, c'est le fil rouge de ce que j'ai à vous dire pendant ces conférences. Le paradigme de la confiance, précisément, est un bon candidat pour montrer que quelque chose cloche avec la bulle. Mais il faut toutefois rappeler, c'est vrai, que cette image, disons, de la bulle individuelle est bel et bien l'imaginaire autour duquel gravitent les droits de l'homme et la défense des libertés subjectives qui s'en suivent. On en a eu un exemple caricatural dans l'actualité récente avec le corona, et en particulier avec quelques manifestations anti-masques
euh, autour du corona, aux États-Unis, mais pas que, où on voyait le slogan, vous voyez refleurir ce slogan My Body, My Choice à propos des masques. Bon, c'était, vous vous en souvenez certainement, le même slogan hein, qui était utilisé pour les pro-avortement. Mais vous voyez qu'on est là vraiment dans le règne en fait des libertés subjectives, hein, où toute restriction, toute limitation est vécue comme un obstacle à mon pouvoir d'agir. Hein. Je suis dans une bulle de liberté et il faut étendre et défendre cette bulle de liberté au maximum, sans autre considération que ce pouvoir d'agir du je. Et évidemment, pour le masque, c'est particulièrement paradoxal, si vous voulez, comme vision des choses, parce que évidemment, il n'y a pas que le pouvoir du jeu, il n'y a pas que, je dirais, l'inconfort du jeu qui est en jeu avec ces masques. Ce qui est en jeu, c'est aussi la santé des autres. Mais justement, autrui est toujours un problème, une limitation, un obstacle dans cette perspective. Donc la santé des autres, la surcharge des hôpitaux, la surcharge de travail du personnel soignant, etc. Ne pas réussir à prendre en considération ce type d'éléments précisément extérieurs, si vous voulez, au jeu, me semble relever d'un aveuglement typiquement nominaliste. Et donc, en retraçant cette genèse la dernière fois, je vais souligner combien cette conception de l'individu cockpit, qui est donc ce que je qualifierais de conception dominante, combien cette conception nominaliste de l'individu laissait peu de place à une notion comme celle de confiance, ce qui expliquait aussi pourquoi les grands théoriciens de la confiance, de Hobbes à Habermas, lui accordaient au fond si peu de place, alors même qu'il reconnaissait toujours, même si c'était du bout des lèvres, son importance primordiale pour la société. J'avais indiqué aussi que dans cette représentation nominaliste de l'individu, la confiance ressemblait elle-même à une forme de contrat que les individus passaient entre eux, à leur gré, en fonction de leurs choix stratégiques propres. On la traitait donc, dans cette perspective, on traitait la confiance comme si elle était une option parmi d'autres dans le cockpit. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous exposer le cœur de ma vision ou de ma théorie de la confiance, une théorie qui, pour des raisons que je vais expliquer encore, prend le contre-pied exact de cette vision étroitement nominaliste de l'individu cockpit. Alors, la confiance, on a généralement l'impression qu'on doit la réserver à des situations particulières, ponctuelles, où l'on s'expose à des risques plus ou moins identifiables. Acheter une voiture d'occasion, engager une babysitter ou prêter de l'argent sont des situations de ce genre, des situations à risque où je dois me fier à ce qu'on me dit les yeux dans les yeux, que la voiture a été entièrement révisée, que la babysitter adore les enfants et que l'argent me sera rendu rubis sur l'ongle. À chaque fois, je dois m'en remettre à quelqu'un, ou plus exactement à ses dires, et à moi ensuite d'agir en conséquence, et c'est alors, dit-on, une question de confiance. C'est la raison pour laquelle nombre de théoriciennes et de théoriciens de la confiance ont considéré que celle-ci relevait fondamentalement de la gestion du risque. Tel est notamment le point de vue majoritaire des économistes pour qui la question de la confiance se résume à celle-ci: comment réduire les risques en situation d'incertitude, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas comment l'autre va agir. Autrement dit, comment neutraliser l'opportunisme des acteurs qui sont motivés par la maximisation de leur bien-être. Alors les économistes classent les risques, distinguent les situations d'incertitude et envisagent différents dispositifs pour y parer, comme je l'avais déjà mentionné. Le but étant de finalement fidéliser les individus opportunistes en rendant coûteuse leur défection. Et c'est exactement dans ce même esprit que l'économie numérique, celle que nous pratiquons tous,
que l'économie numérique a donc introduit des systèmes de réputation, des systèmes de notation, d'évaluation sur les plateformes de vente, sur Internet. C'est-à-dire qu'en menaçant, l'idée c'est qu'en menaçant les vendeurs d'une réputation, d'une évaluation négative, en fait, eh bien, les acheteurs se protègent d'une déception dans la transaction, en nuisant en quelque sorte à la réputation du vendeur. Et les économistes disent alors qu'ils ont créé la confiance. C'est vrai que dans notre vie sociale quotidienne, il n'y a pas de plus grand facteur de risque que le comportement d'autrui. Même si l'on ne suppose pas forcément qu'il soit forcément un opportuniste invétéré, autrui est une source redoutable d'incertitude, puisqu'il agit à partir de son propre point de vue et pas du mien. C'est pourquoi, sans nécessairement la réduire à une forme explicite de calcul à la manière des économistes, de nombreuses théories de la confiance, les théories majoritaires, réservent la confiance à la seule sphère des relations entre les personnes. Il n'y aurait de confiance qu'entre les personnes, c'est pourquoi les relations interpersonnelles seraient le seul véritable site de la confiance. En outre, seules des personnes pouvant trahir, la confiance qu'on met en elles nous place dans une situation de vulnérabilité structurelle, inhérente aux relations humaines. Pour ces raisons, la confiance, pour ces théories dominantes, serait la confiance interpersonnelle serait la seule confiance véritable ou vraie confiance, comme ils l'appellent, dont toutes les autres formes ne représenteraient que des formes dégradées ou métaphoriques. Par exemple, la confiance dans les institutions, confiance dans le gouvernement, dans l'administration, dans la monnaie ou dans la science aussi comme institution. Cette confiance dans les institutions, pour ces pensées-là, n'existe pas vraiment. Et en fait, quand on en parle, elle devrait pouvoir se ramener, pour eux, à la confiance dans les personnes qui constituent ou représentent ces institutions. Quant à la confiance dans les choses, dans son réveil matin par exemple, elle leur semble si éloignée de la confiance véritable qu'ils emploient pour la désigner un mot anglais sans équivalent exact en français, reliance, du verbe to rely on, compter sur. Eh bien, c'est à cette conception doublement abrégée de la confiance, c'est-à-dire premièrement réservée uniquement aux relations entre les personnes et réservée aux seules situations à risque. C'est donc à cette conception doublement abrégée de la confiance que j'aimerais m'attaquer ici, en proposant une toute autre définition et approche de la confiance. J'ai tenté de montrer que ce rabougrissement contemporain de la notion de confiance a à voir avec l'esprit profondément individualiste de notre époque, tel qu'il s'est constitué philosophiquement au XIVe siècle avec le nominalisme, économiquement dès le XVe avec l'émergence des marchés, politiquement et moralement au XVIIIe siècle avec les doctrines du contrat social et les déclarations des droits de l'homme. Au total, cela aboutissait à cette image de l'individu cockpit. Dans ce contexte, devoir faire confiance apparaît à cet individu nominaliste comme une menace potentielle à la bonne réalisation de ses objectifs. Autant l'éviter, donc, dans la mesure du possible. L'individu nominaliste n'a pas confiance dans la confiance. Pourtant, il me semble qu'une analyse plus attentive de la condition de l'individu cockpit lui-même devrait montrer qu'il devrait davantage faire confiance à la confiance. En effet, même le pilote dans son cockpit doit faire confiance à toute l'infrastructure matérielle qui lui permet de piloter, aux agents de la tour de contrôle et à chacun des appareils qu'il a appris à maîtriser. Et d'une manière générale, à l'ensemble du savoir accumulé qui permet à son avion de voler. De même, plus prosaïquement, aucun d'entre nous ne pourrait avancer de 100 mètres en voiture s'il n'avait confiance
que la voiture d'en face ne va pas se dérouter, que la sienne ne va pas exploser ou que le pont à traverser ne va pas s'effondrer. La conduite automobile, qui me servira un peu de guide dans mes réflexions, la conduite automobile, mais plus généralement l'usage de la voie publique, sont faits de ces confiances répétées et continuées qui, seules, au final, me permettent d'aller d'un point A à un point B. Sans elles, je serais paralysé. Car si je pensais que le conducteur d'en face me menace réellement d'une collision frontale, je n'avancerais pas. Autrement dit, en conduisant, je dois à tout moment faire comme si la voiture n'allait pas se dérouter, comme si elle n'allait pas exploser, comme si le pont allait me soutenir. Faire comme si, c'est opérer ce que l'on appelle en philosophie une idéalisation. Considérer les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on se représente qu'elles devraient ou pourraient être. Ce qui nous fait oublier, ce qui masque ces idéalisations permanentes de l'action quotidienne, c'est le caractère routinier, habituel, mécanique et répétitif, par exemple de la circulation routière. Mais celle-ci repose de part en part et de manière continuée sur un réseau d'idéalisation qui la rend simplement possible. J'aimerais donc y regarder d'un peu plus près. Ce qui apparaît tout d'abord, c'est qu'une interaction aussi banale et quotidienne que la circulation routière ne pourrait aucunement se dérouler si l'on ne pouvait compter sur un certain nombre de comportements attendus. Quand on parle de comportements attendus, on pense spontanément aux comportements attendus des autres personnes. Que le conducteur d'en face garde sa droite, que le cycliste que je dépasse ne s'écarte pas subitement de sa trajectoire, qu'un piéton ne se jette pas sous mon véhicule. Mais en réalité, les comportements attendus, la notion de comportement attendu déborde largement les seuls comportements attendus des autres personnes. Il concerne aussi les choses et l'environnement matériel et immatériel qui m'entoure. Ainsi, j'attends de mon véhicule qu'il fonctionne correctement, que la signalisation routière soit compréhensible et cohérente, que les routes soient entretenues, qu'une certaine sécurité juridique soit assurée au niveau de la circulation, etc. Pour pouvoir accomplir un déplacement, il est indispensable de pouvoir présupposer l'ensemble de ces comportements attendus, distribués sur l'ensemble du contexte dans lequel s'inscrit cette action. Nous devons pouvoir présupposer que l'ensemble des corrélats de notre action, donc l'ensemble de ce sur quoi notre action se rapporte, ce à quoi notre action se rapporte, donc nous devons pouvoir présupposer que l'ensemble de ces corrélats va se comporter d'une certaine manière, sans quoi nous n'agirions pas. C'est bien ce que montre, me semble-t-il, le fait de croiser effectivement le véhicule d'en face. Si je le croise, c'est bien que j'ai présupposé jusqu'au bout qu'il n'allait pas se dérouter, ce qui veut dire identiquement qu'en poursuivant ma route, j'ai fait comme s'il n'allait pas se dérouter. J'ai poursuivi mon action alors même que je ne l'avais pas encore croisé. Et donc, alors même qu'en toute rigueur, je ne savais pas encore s'il allait garder sa trajectoire. J'ai dû le présupposer. Aurais-je eu un doute à cet égard, que je me serais arrêté. Pour accomplir mon action, j'ai dû considérer ce futur encore hypothétique comme effectivement réalisé, sans quoi je ne m'y serais pas engagé. Pour moi qui conduis, cela veut dire que l'accomplissement de mon action, c'est-à-dire croiser l'autre, qui est une action qui prend elle-même place dans mon projet général d'aller de A à B, donc l'accomplissement de mon action repose directement, nécessairement, intrinsèquement sur les attentes de comportement que je nourris à l'égard du conducteur d'en face. En réalité, tout le secret de la confiance est levé dans cette notion d'attente de comportement. Le conducteur d'en face
Je ne le connais pas. J'ignore tout de ses intentions, motivations ou état d'esprit. Je ne sais pas s'il est alcoolique, suicidaire, accroché en ce moment à son téléphone portable ou très pressé de retrouver sa maîtresse. Et à vrai dire, je ne me pose même pas la question. Je nourris pourtant, en ce moment même, de solides attentes de comportement à son égard. Elles ne reposent sur aucune connaissance personnelle, ni expérience d'aucune sorte. Je n'en ai même pas conscience. Il faut pourtant que je présuppose qu'il va se comporter d'une certaine manière, car dans les quelques secondes précédant le croisement de nos véhicules sur la route nationale, nos vies respectives sont en jeu. L'accomplissement immédiat de mon action routinière dépend donc en quelque manière de lui, mais au-delà d'elle, ma vie même en dépend, et la sienne propre, naturellement. Comme le montre admirablement la scène distendue de l'accident de voiture dans Les choses de la vie de Claude Sautet avec Michel Piccoli, le mouvement des véhicules qui se croisent sur la route dessine un ballet mécanique et anonyme où s'entrecroisent en permanence l'anonymat des usagers et l'intimité de leur existence. Le point d'articulation de ces interactions, ce sont les attentes de comportements réciproques que les usagers honorent en permanence et qui permet qu'ils se croisent globalement sans heurts. Viennent-elles soudainement à être déçues, ces attentes de comportement, engendrant ainsi un accident, que les interactions s'interrompent. Et alors, une autre temporalité, celle de l'événement, en l'occurrence l'accident, surgit, brisant la torpeur mécanique des automatismes s'enchaînant sans conscience les uns aux autres. Je présuppose donc, généralement sans conscience, que le conducteur d'en face va se comporter d'une certaine manière, conforme à ce que j'attends de lui. C'est une présupposition inhérente à l'acte même de conduire. Mais attention, ce n'est pas une présupposition abstraite. Elle n'est pas une simple présupposition au sens où elle ne consisterait qu'en une idée, même sans conscience, de ce que l'autre fera dans des circonstances données. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer dans ma tête ce que l'autre fera, mais il s'agit d'agir dans le monde comme s'il allait effectivement le faire. Pour que je réussisse à aller de A à B, l'anticipation nue ne suffit pas. Il faut encore que j'agisse en fonction d'elle, c'est-à-dire que l'anticipation de l'action d'autrui oriente effectivement mon action présente. Il y a un gouffre entre la simple anticipation théorique et la présupposition pratique. C'est le gouffre entre la simple représentation mentale d'une situation future, purement idéale, et l'action dans laquelle je m'engage effectivement, qui ici se matérialise par le fait de croiser le conducteur d'en face. Ces distinctions me semblent tout à fait cruciales et elle révélera toute son importance lorsque nous évoquerons, la prochaine fois je pense, les approches économiques de la confiance qui réduisent celle-ci, qui réduisent la confiance à un calcul de risque, comme si la confiance se réduisait à bien calculer, c'est-à-dire à anticiper les risques. Pourtant, l'exemple de la circulation nous montre déjà que faire confiance, ce n'est pas calculer des risques, c'est les prendre. Mais revenons à moi qui conduis. Engagé sur la route, je m'attends à ce que le conducteur d'en face ne se déroute pas. Il est important de clarifier cette notion d'attente. En effet, je n'attends pas qu'il se comporte d'une certaine manière pour pouvoir agir ensuite. Comme, par exemple, on attend que le feu passe au vert pour pouvoir démarrer. Mon attente n'est pas celle d'une durée, mais celle d'un comportement présumé. L'anglais et l'allemand distinguent sur ce point waiting, expectation, et l'allemand warten de Erwartung, une possibilité que le français n'offre pas,
sauf peut-être à raviver le terme un peu désuet d'escompter, comme lorsqu'on dit escompter la venue d'un ami, mais ce verbe n'a cependant, en ce sens, pas de substantif correspondant. Je parle donc de l'attente que l'on nourrit à l'égard de quelque chose ou quelqu'un. Pour moi qui conduis, le trait remarquable de cette attente est qu'elle fait partie intégrante de ma propre action, puisque celle-ci serait tout bonnement irréalisable sans la présupposition continuée et tacite que l'autre va se comporter comme je l'attends de lui. L'attente de comportement que je nourris à son égard oriente nécessairement ma propre action avant même que je sache quel est son comportement réel. Et ce lien à l'action, ce lien intrinsèque à l'action, me semble tout à fait essentiel. Autrement dit, le futur de son action, l'action qu'il n'a pas encore faite, le futur de son action est le présent de la mienne, puisque en ce moment même, j'agis en fonction de ce futur encore inexistant. Cette attente, donc, a une efficacité avant même qu'elle ne se déroule. Puisque, enfin, plus exactement, l'action future a une efficacité, l'action future de l'autre a une efficacité sur mon action avant même que cette action ne se déroule, puisque j'agis en fonction d'une attente de comportement et pas d'une action qui s'est effectivement déroulée. Et si d'aventure, son comportement, le comportement du conducteur d'en face, démentait effectivement mon attente, par exemple, s'il se déroute subitement, eh bien, alors j'adapterai mon propre comportement en conséquence, cela va sans dire, mais précisément, cela interromprait mon action et m'obligerait à une autre action, l'éviter. Je devrais donc m'adapter, c'est-à-dire réagir après coup à ce qui s'est effectivement passé. Là où mon action première, quand je pense à le croiser, devait simplement présupposer comme réel ce qui n'était pas encore arrivé, ce qui est tout différent. Donc, dans un cas, je réagis à ce qui s'est passé, dans l'autre, je présuppose que quelque chose va se passer. C'est deux situations tout à fait différentes. Et donc, la notion d'attente de comportement est absolument cruciale parce qu'elle montre ultimement que la volonté n'est pas souveraine dans son empire. C'est évidemment essentiel dans une discussion sur le nominalisme et sur l'individualisme tel que je l'ai esquissé ici. Pour agir, et c'est une chose qui, me semble-t-il, a été largement oubliée dans les théories de l'action, qui sont toutes excessivement centrées sur les pouvoirs du je. Par exemple, j'ai cité deux exemples. Dans l'existentialisme sartrien, je crois que je vous en ai déjà dit un mot, voilà, tout est centré sur le je, sur ma capacité de me projeter dans le futur, de faire un projet, d'avoir un projet, de m'y lancer, de m'y projeter, comme dit Sartre, ce qui est pour lui le signe de la liberté. Donc là, je suis vraiment centré sur les pouvoirs, ce que Sartre appelle le pouvoir néontisant de la conscience, c'est-à-dire le pouvoir de projeter quelque chose de nouveau dans l'avenir, mais donc il y a une concentration sur le je, si vous voulez, sur le pouvoir du je. Et de même, pour prendre un tout autre horizon philosophique, dans la philosophie analytique anglo-saxonne, on est très concentré aussi sur le je, mais dans un autre sens, sur le je en tant qu'il est auteur de ses actions. C'est-à-dire la question fondamentale de la philosophie analytique anglo-saxonne dans ce domaine, c'est de se dire à quelles conditions est-ce que le je peut être auteur de son action et peut être dit donc responsable de son action. Mais vous voyez, ces deux philosophies, j'aurais pu en citer d'autres naturellement, mais ces deux philosophies sont excessivement concentrées sur le pouvoir du je dans l'action. Et justement, ce qui me semble avoir été largement oublié par ces modèles, c'est qu'il ne suffit pas que la volonté pose souverainement ses objectifs ou son projet. Il faut encore nécessairement que cette volonté, que ma volonté, rencontre les attentes de comportement correspondantes.
qui, elles, ne dépendent pas de ma volonté. Ça, c'est un point crucial. Alors même que ces attentes de comportement sont constitutives de ma volonté, puisque je ne peux, au fond, avoir un projet que si je peux m'attendre à un certain comportement du monde qui m'entoure. Pour faire quelque chose, il ne suffit pas que je le veuille, il faut encore indissociablement que je puisse compter sur les attentes de comportement correspondantes. Si je veux marcher dans la rue, il faut certes un acte de la volonté, mais il faut encore que je puisse m'attendre à ce que le sol soutienne mes pas, sans quoi ma volonté s'exercerait à vide. La chose devient plus évidente si je prenais un exemple moins trivial. Si je déclare pouvoir voler de mes propres ailes en m'élançant de la tour Eiffel, j'affirme certes souverainement ma volonté, mais je le fais indépendamment des attentes de comportement que je peux nourrir à l'égard de la portance de l'air. Cette arrogance de la volonté, qui est une confiance mal placée, peut coûter cher, on le voit. On voit donc en quoi la notion cruciale d'attente de comportement peut être le levier d'une stratégie anti-nominaliste. La volonté dépend de quelque chose qui ne dépend pas de la volonté, à savoir les attentes de comportement. C'est uniquement parce que je nourris des attentes de comportement à l'égard du conducteur d'en face que je peux envisager de le croiser. Le déroulement de mon action est toujours relié de manière interne, comme disent les philosophes, c'est-à-dire nécessairement aux attentes de comportement d'autrui, puisque j'oriente ma propre action en fonction d'elle. Mais une attente est une attente, précisément, et elle peut toujours être déçue. Une attente n'a jamais la solidité d'une relation causale. Ce n'est pas parce qu'une attente est très forte, ni qu'elle a été toujours honorée à ce jour, qu'elle va nécessairement se réaliser. De même que je ne puis être sûr en toute rigueur que le soleil se lèvera demain, les attentes les plus routinières, les mieux ancrées dans mes habitudes, peuvent à tout moment être déçues, comme cette clé qui se casse dans la serrure alors que je l'utilise tous les jours depuis 15 ans. Les attentes, aussi éprouvées soient-elles, n'enclenchent pas une causalité naturelle enchaînant les causes et les effets. Un point intéressant pour la philosophie de l'esprit est toutefois que ces attentes, qui n'ont rien de causal, puisqu'elles peuvent à tout moment être déçues, agissent néanmoins causalement sur mes actions. Et donc c'est là une question qui relève spécifiquement d'une théorie de l'action et de l'esprit, mais bon, je ne vais pas développer cela ici, mais on peut toutefois noter que c'est parce que j'ai des attentes de comportement solidement ancrées que j'oriente mes actions de manière appropriée et que je peux réaliser mes propres buts, comme aller de A à B. Donc, du point de vue de celui qui agit, les attentes, lorsqu'elles sont tenues pour réelles, ont une action causale sur son esprit, puisqu'elles ont cette faculté de déclencher l'action correspondante. Les attentes agissent sur l'esprit comme des causes, mais ce ne sont que des attentes, mais comme ce ne sont que des attentes, et qu'elles agissent comme des causes, mais ne sont pas des causes, l'action ainsi enclenchée peut à tout moment échouer. Telle est donc l'incertitude foncière de l'avenir qu'il ne se réalise pas forcément tel qu'on l'a attendu. Et pourtant, toute action dépend fondamentalement de l'avenir. Parce que toute action ne peut être envisagée que sur l'horizon de ce qui peut être attendu. Je ne peux continuer ma route que parce que je m'attends à ce que le conducteur d'en face ne se déroute pas, et je viens de montrer que si je continue effectivement ma route, c'est parce que j'ai fait comme si ce que j'attendais, mais qui ne s'est pas encore passé, était effectivement réalisé. Bien qu'il soit fondamentalement incertain, l'avenir, dans le cours de l'action, doit être tenu pour advenu.
C'est dans cet espace entre ce qui est attendu et ce qui va se réaliser que se tient l'irréductible indétermination de toute action humaine. Elle est irréductible tout simplement parce que l'avenir est irréductiblement incertain. Pourtant, cette incertitude, nous la surmontons tous les jours et à tous les instants de notre existence. Non seulement pour croiser la voiture d'en face, mais pour marcher sur le sol, pour rester assis sur cette chaise ou aller acheter du pain chez son boulanger. Aucune de ces actions ne pourrait être seulement envisagée indépendamment des attentes de comportement correspondantes, ni ne pourrait se dérouler si l'on ne tenait ces attentes pour effectivement réaliser. Là, nous attendons tous que nos sièges nous soutiennent. On n'y pense pas, mais c'est néanmoins une attente. Puisque je continue à marcher dans la rue, je considère tacitement que le sol va effectivement soutenir mes pas. La chose devient manifeste s'il s'agit pour moi de franchir un pont brinque-ballant au-dessus d'une chute d'eau dans les Andes. Pire, de la franchir au moyen d'une corde tendue entre deux rives. Si j'ai des sérieux doutes sur sa résistance, je ne m'y engage pas. Si je m'y engage avec peur, c'est que je crains qu'elle cède tout en comptant qu'elle ne le fasse pas. Et si je m'y engage sans crainte, c'est que je ne pense même pas qu'elle puisse céder alors même qu'elle est objectivement fragile. C'est ce qui était arrivé au capitaine Haddock pour ceux qui connaissent cet épisode de Tintin. Dans tous les cas, mon action est directement corrélée à mes attentes liées à la solidité du pont ou de la corde. Attente trop infondée pour que je m'y engage, attente suffisamment plausible pour que je m'y engage, fût-ce avec crainte, ou attente allant suffisamment de soi pour que je ne me pose pas la question, quitte à ce qu'elle soit brutalement déçue. Les attentes de comportement, irréductiblement incertaines, sont partie intégrante de toute action humaine. Cette incertitude constitutive fait de chaque action humaine fondamentalement un pari. Toute action enjambe le présent pour mettre un pied dans l'avenir. Toute action humaine a donc fondamentalement partie liée avec l'incertain. Pourtant, nous agissons tout le temps, sans cesse, sans interruption, sans relâche, et le plus souvent sans hésiter. Être au monde, être dans le monde, être relié au monde, c'est agir dans le monde. Nous franchissons en permanence ce rideau de l'incertitude, à chaque instant de notre vie éveillée, dans le moindre de nos gestes. C'est pourquoi toute action a la structure d'un pari. En continuant ma route, parce que je la continue, je parie que le conducteur d'en face ne se déroutera pas. En descendant cet escalier, et parce que je le descends, je parie que la marche ne cédera pas. Engager la plus modeste des actions, c'est toujours faire le pari que l'attente de comportement correspondante sera honorée. Le pari n'est pas toujours explicite, bien sûr, car la plupart de nos actions se font en mode automatique, sans y penser. Le pari décrit une structure logique. Quand je parle de pari, je parle d'une structure logique, pas d'un événement empirique, pas d'un événement où je fais effectivement explicitement un pari. Mais cette structure logique devient manifeste à chaque fois que l'action échoue. Emblématiques à cet égard sont les surprises. Une surprise, c'est ce qui survient alors qu'on ne s'y attend pas. Si ma chaise s'effondre maintenant, ou pendant que je converse avec mes hôtes à table, une attente sur laquelle je comptais tacitement et sans y penser fait soudain effraction dans mon vécu présent et entre brutalement dans le champ de ma conscience. Ce qui était simplement présupposé dans mon action comme allant de soi devient subitement un problème, en ébranlant ce qu'on pourrait appeler le cadre fiduciaire de l'action et qui rend possible la continuité de mon action et de toute action. Tel est l'effet de surprise qui rompt la continuité de ce qui normalement est supposé précisément assurer sans autre la continuité de l'expérience, comme quand on glisse la clé automatiquement dans la serrure, et une continuité de l'expérience qui est sous-tendue par tout ce système, au fond, d'attente de comportement auquel je ne pense pas.
L'effet de surprise d'un tel événement révèle en toute clarté que l'action routinière, toute automatique qu'elle soit, a elle aussi une structure d'attente. Puisque la surprise est précisément ce qui déjoue une attente tacite. Il ne pourrait pas y avoir de surprise si je ne m'attendais, fût-ce sans conscience, à ce que les choses se déroulent d'une certaine manière. Pensons encore à cette situation où l'on croit spontanément qu'il y a une marche à gravir et qu'il n'y en a pas. Se mouvant sans y penser, notre corps tout entier se prépare à une marche, adoptant mécaniquement la posture qui le dispose à l'escalade, lorsque le sol attendu se dérobe sous nos pieds. La surprise nous déséquilibre, parfois jusqu'à la chute. Petit accroc du quotidien, mais qui recèle le secret de toute action. L'événement attendu, qu'il y ait encore une marche à gravir, étant tenu pour réel, il agit comme cause de mon action, y disposant instantanément mon corps et l'orientant sans y réfléchir vers ce but à accomplir. Mais l'attente étant inopinément déçue, l'action s'interrompt, révélant brutalement l'absence de ce sur quoi je comptais sans conscience, à savoir qu'il y a une marche. Je comptais sur la présence de cette marche inexistante. Comme toute action, celle-ci est secrètement structurée par les attentes qui seules peuvent lui donner son orientation. Le caractère automatique de l'action ne doit donc pas masquer qu'elle aussi relève d'un pari sur les attentes de comportement. Donc les actions automatiques aussi relèvent d'un pari sur les attentes de comportement, donc de ce que j'appelle une relation fiduciaire au monde, donc une relation de confiance au monde. C'est une des vertus de tout échec, de révéler les attentes, le plus souvent informulées, qui lui sont corrélées. Toute action est pari. Toute action est pari. En croisant sans hésiter le conducteur d'en face, je parie donc qu'il ne va pas se dérouter. Sans doute n'y pensais-je même pas. Il n'empêche que sans cette attente, fût-elle vécue sur le mode automatique, je ne continuerai pas ma route. Je le croise donc. Le fait que j'ai continué ma route est la preuve que j'ai fait comme si il n'allait pas se dérouter. Je n'ai pas fait qu'émettre une hypothèse, sans doute ne va-t-il pas se dérouter. Je n'ai pas fait que formuler une prévision ou une anticipation, il ne va pas se dérouter, ou fait un calcul de risque, il a 10 puissance moins 3 chances de se dérouter. J'ai agi, j'ai continué ma route au-delà de toutes les indéterminations liées à son comportement futur. J'ai donc directement lié mon action à un comportement qui n'a pas encore eu lieu et dont je ne peux que m'attendre à ce qu'il ait lieu. Mais j'ai agi, le considérant comme d'ores et déjà réalisé, pariant donc qu'elle se réaliserait. Confiance est le nom de ce pari. La confiance est un pari sur les comportements attendus. Mais ce n'est pas un pari purement théorique ou spéculatif qui ne se passerait que dans la tête ou dans les mots, comme lorsqu'on dit par boutade « je parie que dans moins d'un an, ils seront divorcés ». C'est un pari qui oriente mon action, qui oriente toute action. Encore une fois, le lien à l'action est ici essentiel. C'est pour continuer ma route que je dois parier que l'autre ne se déroutera pas. Le pari assure la fluidité de l'action, là où le doute la suspend. Et ce qui vaut pour l'exemple de la circulation vaut plus généralement. Aucune action ou interaction ne pourrait simplement se dérouler de manière cohérente et fluide si elle ne reposait sur la présupposition, au moins tacite, que les choses vont se comporter d'une certaine manière, c'est-à-dire de la manière que l'on peut attendre d'elles, et donc, si l'on ne pariait, qu'elles vont le faire. La conséquence majeure de cette définition de la confiance est que celle-ci doit être comprise comme s'étendant à l'ensemble de nos rapports au monde. Loin de se limiter aux seules relations entre les personnes, comme les conceptions de la confiance le font si souvent, elle imprègne au contraire, la confiance imprègne au contraire toutes nos actions, que celles-ci concernent les objets, les personnes ou les institutions. C'est une chose que, au fond, le confinement nous a rendu évidente.
au fond. Hein. En étant confinés, on suspendait en fait nos relations de confiance aux choses, hein, à ce qu'on pouvait toucher dans les magasins, etc., aux personnes avec les gestes, etc., et aux institutions. Donc l'ensemble du monde, au fond, était l'ensemble des relations fiduciaires au monde était comme suspendu. Parce que manipuler des objets, interagir avec des personnes ou s'en remettre à une institution, cela implique à chaque fois de nourrir identiquement des attentes de comportement à leur égard. Certes, il y a des différences notoires entre faire confiance à son réveil matin pour s'arracher à son sommeil, à son boucher pour ne pas vendre de la viande avariée, ou à la banque centrale pour une création monétaire saine. Et je ne veux pas gommer ces différences. À chaque fois, les termes, la nature et l'objet du pari changent, comme changent aussi les termes et la nature des attentes de comportement. Et ces différences doivent effectivement être soigneusement explicitées. Elles doivent faire l'objet d'une théorie de la confiance. Mais toutes ces différences s'articulent autour de cette structure élémentaire que constitue le pari sur les attentes de comportement. Par exemple, on dira qu'un contrat juridique est un document qui fixe et explicite les attentes de comportement réciproques des signataires. Il n'y a évidemment rien de tel avec la solidité du sol ou de la chaise, où n'apparaît aucune attente de comportement réciproque et encore moins de contrat explicite. Il n'empêche que lorsque je marche dans la rue ou que je suis assis sur cette chaise ou que je m'engage par contrat, dans tous ces cas, je parie sur des attentes de comportement qui orientent directement mon action. Les deux impliquent donc, relation personne ou relation avec les choses, impliquent donc une forme de confiance, laquelle peut être à chaque fois déçue. La confiance doit donc se comprendre comme rapport au monde en général et pas uniquement comme un cas particulier des relations interpersonnelles. La confiance est ce qui nous connecte au monde. Voilà le premier grand acquis de la théorie générale de la confiance, fondée sur une théorie de l'action. La confiance déborde donc largement les situations de risque ouverts qui mobilisent tant les économistes comme lorsqu'on achète une voiture d'occasion ou que l'on embauche quelqu'un. Si notre rapport au monde est agir, car être dans le monde, c'est y faire quelque chose, respirer, se mouvoir, manipuler des objets, communiquer avec des personnes. Si agir, c'est nécessairement compter sur des attentes de comportement, et si ces attentes de comportement peuvent toujours être déçues, alors toute action est pari et toute action repose sur la confiance. Notre rapport au monde est nécessairement fiduciaire. Au début est la confiance. Avant de poursuivre cette analyse de la confiance, et puisque je l'ai d'emblée, dès la première séance, placé sous le signe d'une critique du nominalisme contemporain, j'aimerais rapidement montrer l'importance de cette définition de la confiance pour une philosophie sociale en général et pour ce que j'ai appelé le problème nominaliste. Comment des individus isolés, souverains dans leur volonté, peuvent-ils constituer un ordre social stable? Pourquoi y a-t-il de l'ordre social plutôt que du chaos? Eh bien, l'idée est simple. Comme le montre l'analyse de l'action que je viens de faire, nous ne pouvons pas ne pas faire confiance. Et notamment, nous ne pouvons pas ne pas nous faire confiance les uns aux autres. Nous sommes irrémédiablement et sans alternative possible renvoyés aux attentes de comportement des autres, grâce auxquelles, dès la naissance, nous nous socialisons. Le simple lien biologique, la dépendance biologique, ne suffirait pas à faire un ordre social. Se socialiser, c'est savoir répondre adéquatement à la multitude des attentes de comportement qui pèsent, qu'on le veuille ou non, sur chaque individu croissant en société et qui n'ont rien à voir avec la survie biologique. La socialisation réussie d'un enfant ou d'un étranger signifie précisément une maîtrise tacite des attentes générales réciproques qui gouvernent les comportements sociaux. Se socialiser parmi les humains et plus généralement s'ajuster au monde
c'est savoir comment répondre aux attentes de comportement qui s'imposent de l'extérieur. Se mouvoir dans un tel réseau d'attentes est le propre de la condition humaine elle-même. Savoir s'y mouvoir, pouvoir s'y orienter, être capable de répondre adéquatement aux différentes attentes qui nous entourent, caractérise toute socialisation réussie. C'est à cela que dans toutes les sociétés du monde, on éduque les enfants. Éduquer un enfant, c'est entre autres choses lui inculquer l'ensemble des règles et usages, donc l'ensemble des attentes de comportement dont on attend qu'elles orientent intérieurement, en quelque sorte, son propre comportement à cet enfant. Opération progressive d'intériorisation d'un monde indépendant, extérieur à la volonté, dont dépend pourtant, de proche en proche, l'ensemble de l'ordre social. En ce qui concerne le code de la route, puisque cet exemple m'a quasiment servi de fil rouge, les attentes de comportement s'imposent comme un ensemble de règles anonymes préexistant aux usagers, lesquels doivent les intégrer par apprentissage et dont la maîtrise est sanctionnée par un permis. D'une manière générale, les examens, les diplômes, les licences ou permis sont une manière de fixer les attentes légitimes que, dans leur rôle social, les individus peuvent attendre les uns des autres. Tout cela doit s'apprendre et s'acquérir. Il en va ainsi globalement de toutes les règles institutionnelles qui forment un vaste corpus de pratiques reçues en héritage et structurellement transmises de génération en génération, à l'instar de la langue que l'on parle, des traditions que l'on respecte et des usages que l'on suit. Chacune de ces pratiques génère ses propres types d'attentes de comportement, lesquels caractérisent la culture d'une société, chaque société étant différente des autres et donc chaque société ayant des attentes de comportement différentes de ses membres. Le système scolaire, le système juridique, les institutions politiques, les procédures administratives, mais aussi les usages alimentaires ou vestimentaires font partie intégrante de cet ensemble de pratiques culturelles formant la broussaille des attentes de comportement dont l'apprentissage constitue très précisément la socialisation. Loin de devoir considérer la confiance comme un simple supplément à l'ordre social, sorte d'adjuvant stabilisant après coup, par contrat par exemple, des relations déjà existantes, mais fragiles, il faut au contraire présupposer dès l'abord la présence de la confiance, comme un donné originaire de la vie sociale. C'était à mes yeux le sens de l'aveu de Hobbes dont je parlais la dernière fois. C'est elle, la confiance, c'est elle la force de liaison élémentaire, invisible mais ô combien puissante, c'est elle cet élément de transcendance nécessaire, parce qu'il faut sortir de soi, c'est elle cet élément de transcendance nécessaire, sans la présence duquel les individus n'auraient même pas l'idée de s'associer. On sort de soi puisqu'on est obligé d'intégrer les attentes de comportement qui, elles, ne dépendent pas de soi. Voilà donc, selon ma proposition, quel serait le secret du lien social. Voilà pourquoi il y aurait de l'ordre plutôt que du chaos, de la communauté plutôt que de l'éparpillement, de la relation plutôt que de la dislocation. Aucune coordination sociale, de la plus simple, partager un repas, conduire, marcher dans la rue, à la plus complexe, le concert d'un orchestre symphonique, l'organisation d'un chantier, d'un hôpital, d'une administration étatique, aucune de ces actions n'adviendrait si nous ne pouvions pas compter sur les attentes de comportement que nous nourrissons nécessairement les uns à l'égard des autres. Nous n'avons donc pas le choix de nous retirer de la confiance, comme par exemple on peut décider de renoncer à l'alcool. La confiance est absolument élémentaire et insubstituable par quelque chose d'autre. Elle est sans alternative possible. Elle est le lien social fondamental, la force de liaison élémentaire qui tient le tout ensemble. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce lien a la solidité d'une causalité naturelle, mais n'est pas de l'ordre de la causalité naturelle, puisque c'est un lien de l'esprit, puisque toute la confiance repose sur ce qui n'est pas encore, mais que je suis obligé de présupposer, à savoir que l'autre va se comporter conformément aux attentes que je nourris à son égard, supposition qui peut toujours être déçue. Le lien social est sous la dépendance de quelque chose d'irréel, de non encore réalisé,
mais dont dépend la solidité de l'ordre social tout entier. C'est pourquoi il est en fait de la primo-éducation des enfants à toutes les institutions qui meublent l'ensemble de la vie sociale, il est tellement fait pour stabiliser le lien social et le prémunir, autant que faire se peut, contre toutes les ruptures susceptibles d'ébranler la confiance sur laquelle elle repose. Mais c'est à cause de cette dépendance fondamentale de la volonté à l'égard de ce qui ne dépend pas de la volonté que le nominalisme du cockpit, où tout doit être maîtrisé, a tant de peine à intégrer la confiance à ses schémas mentaux. Un pari sur les comportements attendus. Telle est donc la structure fondamentale de la confiance qui traverse tout agir quel qu'il soit, puisque tout agir est fiduciaire. À cette approche par l'action, on pourrait toutefois objecter que, de toute évidence, la confiance peut ne pas être action. Ainsi, je peux, comme on dit, me sentir en confiance sans nécessairement avoir en vue une action particulière. Vague sentiment de bien-être, la confiance exprimerait alors une forme de satisfaction subjective dans ma présence au monde, indépendamment de tout objectif spécifique à réaliser. Le français distingue d'ailleurs, bien plus nettement que l'anglais ou l'allemand, avoir confiance et faire confiance. Avoir confiance resterait confiné à la sphère subjective du sentiment. Faire confiance serait une action traduisant, le cas échéant, ce sentiment. Mais alors, contrairement à ce que j'ai dit, la confiance ne serait pas qu'action ou ne le serait qu'en partie. Que veut-on dire exactement par avoir confiance? Lorsque nous déclarons que nous avons confiance en quelqu'un, sans toutefois encore interagir avec lui, par exemple, on peut avoir confiance dans un médecin sans encore avoir eu besoin de ses services, quand on dit cela, nous voulons dire qu'il nous inspire confiance, au sens où nous serions prêts à nous confier à lui ou à suivre ses conseils si l'occasion s'en présentait. De même, si je dis, en réfléchissant à l'achat d'une nouvelle voiture, que telle marque allemande m'inspire confiance, ou plus simplement que j'ai confiance en elle, c'est que je serai prêt à l'acheter, car j'ai l'impression qu'elle répondra à mes attentes. Avoir confiance décrit donc un certain sentiment, une certaine attitude mentale, un certain état psychologique qui pourrait m'engager à agir. En ce sens, la confiance est ce qui est susceptible de me motiver à passer à l'action. Elle décrit donc bel et bien, il est vrai, un état mental, mais en vue de l'action et avant l'action. Elle est alors ce qu'on appelle en philosophie une disposition, un état mental qui ne se traduit pas encore dans une action, mais qui prépare ou la rend possible, une disposition. L'expression « avoir confiance », bien qu'exprimant un sentiment, ne rompt donc pas le lien à l'agir, mais en change la modalité. L'action est là, mais potentielle. Envisagée, réalisable, mais pas accomplie. À cette confiance-là, à cet avoir confiance, l'effectuation est indifférente. Je peux continuer à avoir confiance quand bien même je n'agirai jamais. Autant dire que même lorsqu'elle n'est que disposition, elle maintient pourtant un lien interne à l'action, car le sentiment de confiance exprime précisément le rapport à une action, en l'occurrence une action potentielle. La confiance est une disposition à agir, donc la confiance est une disposition à agir, c'est ça l'important, la confiance est une disposition à agir, même quand l'action n'est pas accomplie. Une disposition est certes, en tant que telle, délestée du poids de l'agir, mais comme son nom l'indique, elle y dispose. Elle fait partie des motivations à agir. La disposition fait partie des motivations à agir. Si je suis attiré par une voiture d'occasion et que le vendeur, lui, ne m'inspire pas confiance, je suis moins motivé à l'acheter, bien que ce ne soit pas entièrement rédhibitoire. La voiture peut me plaire au point de passer outre cette résistance-là. Les motivations à agir sont multiples, d'une manière générale, et dessinent une riche palette dans la vie de l'esprit. Qu'est-ce qui, d'une manière générale, peut motiver à l'action?
c'est-à-dire inspirer suffisamment confiance pour agir. Je peux citer, sans m'y arrêter davantage, je cite en vrac, donc les choses qui font partie des motivations à agir, qui font que nous agissons, simplement que nous passons à l'action, par exemple, l'inertie ou les routines de comportement, c'est-à-dire que je fais quelque chose parce que je le fais régulièrement ou que je l'ai toujours fait, ou bien les motivations affectives ou relationnelles, j'interagis parce que je suis lié en quelque manière à quelqu'un, l'expérience, c'est-à-dire que j'agis parce que j'ai appris que c'était la bonne manière de faire, la parole donnée, je suis lié par une promesse, ce qu'on appelle les indicateurs de fiabilité, par exemple. J'agis parce que je m'en remets à certaines informations, comme un label, vous savez, tous ces labels qu'on trouve sur les produits, etc. Je m'en remets à la réputation aussi, ce sont des indicateurs de fiabilité. Ou bien le jeu des associations, comme dans la publicité. J'agis par association d'images. Le calcul ou l'évaluation de probabilité, c'est aussi une motivation qui peut me pousser à agir, etc. La liste est très longue. Ce sont là tous des éléments qui peuvent motiver à agir, des facteurs donc qui disposent à l'action. Ils ressortissent au champ de la motivation, non de l'effectuation. Ils font donc partie des conditions de la confiance, mais pas de la confiance elle-même en tant qu'elle se traduit par un acte. Or, comme je l'ai montré, on ne peut pas envisager une action sans s'attendre à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Je ne vais pas monter sur une échelle sans m'attendre à ce que ces barreaux me soutiennent. Tout agir est structurellement dépendant des attentes de comportement correspondantes qui, tant qu'on n'agit pas, restent dans la tête, restent simplement imaginées, anticipées ou représentées. Or, ça change. Ceci change avec le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, en réalité, change tout. On bascule alors de la motivation à l'action, de la disposition à l'effectuation, de l'avoir confiance au faire confiance. La confiance, jusque-là, jusqu'à ce moment de bascule dans l'action, était purement dispositionnelle. Maintenant, au passage à l'action, elle devient effective, parce qu'on agit. Et ce n'est qu'alors qu'on fait véritablement confiance. Faire confiance au conducteur d'en face, ce n'est pas imaginer ou se représenter qu'on va pouvoir le croiser. C'est le croiser effectivement. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas dire en toute rigueur que je lui fais confiance. J'ai peut-être suffisamment confiance pour envisager de le croiser, mais seule mon action atteste de ma confiance. La même chose vaut pour nos actes quotidiens de consommation. La publicité peut bien inspirer confiance pour tel ou tel produit et créer une image, d'ailleurs, créer une image de fiabilité, aujourd'hui, dans notre société de consommation, c'est un métier à part entière, comme vous le savez, mais les vendeurs ne sauraient se contenter de cette simple représentation mentale dans la tête des consommateurs. Avoir confiance ne suffit pas. Encore faut-il faire confiance par l'acte d'achat. Faire confiance, c'est agir, c'est passer à l'action, c'est prouver par l'acte. On ne peut faire confiance qu'en acte. C'est en croisant le conducteur d'en face ou en achetant tel produit que je fais véritablement confiance. Pourquoi? Mais parce que j'ai fait un acte qui a tenu pour réaliser les attentes de comportement correspondantes. Celles-ci sont donc guidées, celles-ci ont donc, ces attentes de comportement ont donc guidé mon action puisque j'ai fait quelque chose en fonction d'elles. Croiser une voiture, acheter de la lessive. C'est l'attente de comportement qui a guidé mon action. C'est la grande différence entre le moment de la motivation, où les attentes de comportement sont simplement représentées, et l'action, où les attentes de comportement orientent réellement mon action. Je n'aurais pas continué ma route si j'avais pensé que le conducteur d'en face allait se dérouter. Ma résolution à agir enclenche donc un tout nouveau processus par rapport au simple moment de la motivation à l'action. Elle fait passer, donc cette résolution à agir, fait passer les attentes de comportement de simplement représenter, dans ma tête, si vous voulez, à réellement vécu. C'est évidemment tout différent. Ce n'est pas la même chose de calculer ou d'évaluer des risques, que l'autre se déroute, que d'effectivement continuer sa route parce qu'on compte sur le fait qu'il ne le fera pas. La différence est énorme.
Si je me contente de calculer les risques et donc d'émettre une hypothèse, je n'agis pas et ne prends le risque que de me tromper. Je peux me tromper dans mon hypothèse. Mais si au contraire je me résous à agir, de calculer, les risques deviennent vécus, c'est-à-dire effectivement menaçants. Et un échec ne ferait pas que signaler mon erreur, il interromprait mon action, et peut-être douloureusement. C'est toute la différence entre les attentes de comportement simplement présentes à l'esprit, comme objet d'un sentiment, d'un raisonnement ou d'un calcul, qui appartiennent toutes à la sphère de la motivation, et les attentes de comportement qui orientent réellement mon action. C'est toute la différence entre avoir confiance et faire confiance, entre la confiance comme disposition et la confiance comme action. Ici, j'ai un petit schéma, je vais rapidement vous le passer, qui reprend en fait ce que je veux dire, c'est-à-dire, vous voyez, le schéma est structuré en deux choses très différentes, marquées par deux couleurs différentes. Premièrement, les conditions de la confiance, qui décrit le avoir confiance, hein, j'ai confiance en ceci ou en cela, qui décrit uniquement une disposition, et la deuxième partie, qui est l'action, qui est la confiance en acte, qui est le faire confiance, qui est proprement le moment de l'action. Alors, vous voyez, dans la partie avoir confiance, dans la partie disposition, ben, il y a plein de facteurs de motivation, tous les facteurs que j'ai énumérés et d'autres encore, tout ce qui peut me motiver à agir, donc à m'inspirer m'inspirer confiance. Ce sont tous des éléments qui peuvent envisager, qui me permettent d'envisager de passer à l'action. Mais passer à l'action, envisager de passer à l'action, c'est nourrir certaines attentes de comportement. Sauf que, quand on est encore dans ce moment de la motivation, les attentes de comportement sont donc encore purement virtuelles, parce qu'elles ne sont que représentées. Elles ne sont que représentées dans ma tête, en quelque sorte. Vous voyez, à quoi est-ce que je peux m'attendre pour telle ou telle action. Et donc, tant qu'on ne fait qu'avoir confiance, on reste, au fond, dans ce domaine de la représentation. Les attentes sont de l'ordre de la représentation. Ce n'est que lorsque, voilà, elles peuvent être, les attentes de comportement sont représentées, imaginées, calculées, peu importe. Tout ça reste, au fond, fondamentalement de l'ordre idéal de la représentation. Ce n'est que lorsqu'on passe à l'action, qui implique un moment de pari, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ce n'est qu'à ce moment-là que la confiance devient véritablement effective. Ce n'est que là qu'on fait véritablement confiance. Et donc, le pari porte sur les attentes de comportement. Avoir confiance, plus exactement faire confiance, c'est parier sur les attentes de comportement. Si j'agis, si je me résous à l'action, c'est bien que je pense que les choses vont se comporter d'une certaine manière, telle que je me les y suis représentées. Et donc, faire confiance, c'est agir, c'est passer à l'action. Maintenant, évidemment, toute action peut soit réussir, soit échouer. Si elle est échouée, c'est que mes attentes de comportement ont été déçues. Si elle est réussie, au contraire, eh bien, c'est que mes attentes de comportement sont satisfaites. Ce passage de la motivation à l'action donc concerne tous les mondes, physique, interpersonnel, institutionnel. S'asseoir sur une chaise, c'est évidemment une action, et elle engage l'attente de comportement correspondante, etc. On peut décliner ça sur l'ensemble des composants du monde, mais alors, justement, les attentes changent de statut. Les attentes de comportement changent de statut, de simplement représenter qu'elles étaient dans le monde bleu, si vous voulez, elles deviennent ici vécues, véritablement vécues. Voilà le gros de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai trois choses. Premièrement, en partant de la définition que je viens de vous exposer, je montrerai rapidement comment elle s'applique à l'ensemble de nos relations au monde, c'est-à-dire relations aux choses,
aux personnes et aux institutions. Encore une fois, c'est à mon sens une chose qu'a mise en évidence de manière éclatante la crise du coronavirus, plus exactement la réponse qu'on lui donne avec le confinement, hein, dont la leçon à tirer, à mon avis, par la négative, c'est que la confiance est véritablement ce dans quoi nous séjournons. Ce dans quoi nous séjournons, n'est-ce pas? Et on l'a vu par la négative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on suspend une grande partie de ces relations fiduciaires que nous entretenons avec le monde, ben on est bien embêté, si vous voulez. Mais c'est bien la preuve par la négative que la confiance est ce dans quoi nous séjournons. Elle est donc un rapport au monde et un rapport avec tout ce qui constitue le monde, tous les éléments qui constituent le monde, les choses matérielles, l'environnement physique, les personnes et les institutions. Et donc, la confiance ne saurait se limiter aux seules relations de risque que j'ai évoquées aujourd'hui. Et donc, je montrerai comment la confiance imprègne l'ensemble de nos relations au monde. La deuxième chose que j'aimerais montrer la prochaine fois, c'est, je ne développerai pas trop, mais c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de montrer comment le fameux faire confiance, comment la confiance au fond, se vit selon des régimes de conscience, que j'appelle des régimes de conscience différents. C'est-à-dire que, évidemment, la confiance n'est pas mise en œuvre par nous-mêmes qui agissons de la même manière quand on agit automatiquement, en mettant la clé dans la voiture ou en pressant un bouton, en allumant la lumière, etc. Ce sont des actions automatiques, hein, avec un régime de conscience spécifique, ou bien c'est pas la même chose lorsque je fais confiance à ma babysitter, par exemple. C'est un autre régime de conscience. C'est une même structure d'action, pareil sur les attentes de comportement, mais selon un régime de conscience différent, parce que les attentes de comportement sont vécues pour celui qui agit de manière différente. Il y a donc ce que j'appelle des régimes de confiance différents. Mais la partie la plus importante de mon prochain exposé sera consacrée aux faux amis de la confiance, aux faux amis de la confiance, avec lesquels on les confond souvent ou on assimile souvent. Alors aujourd'hui, dans le monde numérique, c'est absolument flagrant, où on confond systématiquement, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, confiance et sécurité, par exemple. Mais il n'y a pas que la sécurité, il y a le calcul, il y a la foi aussi, confiance, foi. Bon, ce sont des termes, si vous voulez, apparentés, mais en réalité, ce sont des faux amis. Et c'est ce que je vais vous montrer la prochaine fois, ce qui me permettra de mettre en évidence, par contraste, quelques spécificités encore du concept de confiance lui-même. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Oui, on m'a dit, répétez. Attendez, je crois, enfin, je te laisse diriger. S'il y a quelqu'un tout au fond qui aussi, mais pas grave. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, je répète la question. Madame me demande si je vais, à un moment donné de mon exposé, montrer comment ma propre action et ma propre volonté peut influencer l'autre à agir dans mon sens ou pas. Oui, je vais en parler.
puisque, effectivement, c'est une des caractéristiques de la confiance, qu'elle est, comme on dit, performative. Hein. C'est-à-dire que faire confiance à quelqu'un, c'est déjà, ça agit sur ça agit sur son action, dans le sens où ça lui donne confiance en quelque sorte. Hein. On sait bien, dans l'éducation des enfants, faire confiance à un enfant, et tu rentreras à 8 heures, eh bien, c'est une manière de le mettre en responsabilité, donc de favoriser son action, l'action que je souhaite qu'il accomplisse. Donc, il y a cet aspect performatif de la confiance, où faire confiance, c'est rendre l'autre digne de confiance, et donc favoriser son action, tout à fait. Ce qui montre par ailleurs combien la confiance est relationnelle. Hein, combien la confiance est relationnelle. Oui. Oui. Alors, ça paraît intéressant d'essayer de penser ce qui se cache dans le pronom réflexif. S'attendre à, c'est attendre pour moi, c'est attendre à part moi, il y a une piste. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est le mot attente, si vous voulez, si on prend le substantif. Donc, effectivement, mais je crois que moi-même, j'ai employé le mot s'attendre à, ce n'est pas attendre que. Donc, voilà, donc le français, effectivement, en fait, donc j'attends que le feu passe au vert, ça c'est une durée, mais je m'attends à ce que tu respectes ta parole, c'est effectivement le pronom, avec le pronom réflexif, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de substantif correspondant. Donc en français, il n'y a pas expectation, il y a attente, quoi. Et dans l'un et l'autre cas, c'est attente. Il y en a qui, pour un peu souligner la différence, parlent de l'escompte. Mais bon, franchement, c'est devenu désuet. Voilà. Donc, mais oui, vous avez tout à fait raison. Et en tout cas, même si le vocabulaire peut nous fourvoyer un peu avec ce seul mot attente, il faut bien distinguer conceptuellement les deux choses. C'est vrai que le verbe nous permet de le faire. Hein. Attendre et s'attendre. Merci. C'est un peu le but. Excusez-moi, de notre rapport au monde. C'est-à-dire, quelle est la stratégie que vous préconisez, que vous assurez être plus capable de réussir l'objectif à atteindre, c'est-à-dire de restaurer la confiance dans les institutions. Cela concerne aussi bien la problématique qui touche plein fouet au moment du Covid, des problèmes de gestion d'une telle crise mondiale, et deux, d'échéance de la démocratie, et du risque de péril de la démocratie. Voyons l'exemple américain. Merci. Non, non. Tout à fait. Donc, monsieur me demande si je pouvais développer des aspects plus pratiques de cette définition encore théorique, évidemment, même si quand même je l'ai guidé à travers des exemples pour décrire la situation actuelle. Alors, écoutez, oui, c'est prévu dans mon cursus de conférence. Néanmoins, c'est une question très difficile, mais j'en parlerai quand même plus précisément, je pense, quand je parlerai du numérique. Alors, je ne sais plus quelle séance c'est, la 4e ou la 5e, parce qu'effectivement, là se joue énormément de choses. Mais vous voyez, je pense vraiment qu'en tant que philosophe, si vous voulez, on doit d'abord déblayer conceptuellement le terrain, parce que sinon, la confusion s'installe. Mais par exemple, pour le monde numérique, et ce que le monde numérique fait à notre vie sociale, dans le rapport aux institutions, dans le rapport les uns aux autres, dans le rapport à la vérité, dans toutes ces choses qui aujourd'hui, effectivement, nous importent et sont au premier plan de la scène, si vous voulez, eh bien, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais donc tous ces aspects-là, je vais essayer de les traiter pour ne pas les confondre. Ce avec quoi on les confond généralement, c'est-à-dire des questions purement de sécurité.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. On veut sécuriser les choses et du coup, ça a un impact, si vous voulez, dont je parlerai sur la confiance. Maintenant, je réfléchis beaucoup à toutes ces questions, notamment à celle que vous posez. Comment restaurer la confiance? Je crois que je vais vous décevoir, même au terme des 6 conférences, si vous voulez. Je n'ai pas de moyen de restaurer la confiance. Mais c'est une question pourtant essentielle et ça m'embête de ne pas avoir de réponse parce que je ne pense pas simplement qu'il y ait des recettes. Voilà. Voilà. Mais si d'ici là, je vais y méditer encore et si je trouve quelque chose, vous serez les premiers avertis. Est-ce que vous nous parlerez de la généalogie de la confiance chez l'individu? Par là, en vous entendant, on a l'impression que nous apprenons à faire confiance, nous apprenons à avoir des attentes. Par exemple, le code de la route nous donne des attentes vis-à-vis des autres conducteurs. Oui. Mais je me souviens d'un petit bébé. Et quelquefois, il m'est arrivé de me dire qu'est-ce que serait le monde si un petit bébé qui naissait avait la conviction que tous les gens autour de lui lui mentaient. Comment est-ce qu'il pourrait se socialiser? Donc, quelque part, il doit bien y avoir une confiance originelle et tout qui interne. Je ne sais pas si vous allez avoir des termes, mais je pense qu'il y a quand même peut-être une réflexion à avoir sur comment ça vient à la personne. Et uniquement par la socialisation, oui, mais pour que ça marche, il faut qu'il y en ait une originelle. Monsieur me demande donc si je vais traiter... je vous sens impatient de traiter des tas de choses dont je n'ai pas encore parlé, donc c'est plutôt flatteur, si vous voulez. Mais donc, monsieur me demandait si j'allais traiter d'une ontogénèse, en fait, de la confiance, savoir comment ça vient. Eh bien, non, je ne parlerai pas de ça, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Hein. C'est vraiment ça, ce serait de la psychologie. C'est une étude à mener, si vous voulez. Donc... mais quand vous dites d'où vient cette confiance originaire, ben, j'ai essayé de répondre aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où elle vient d'un point de vue, si vous voulez, évolutionnaire et génétique. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que du point de vue, si on s'interroge sur la structure de l'action d'une manière générale, hein, de qu'est-ce que c'est qu'une action, y compris pour le petit enfant, etc., eh bien, à ce moment-là, on est renvoyé nécessairement, hein, à cette notion de confiance. Et c'est ça que j'appelle cette confiance originaire. Cette confiance originaire dont il faudrait savoir, et vous avez raison, au fond, comment psychologiquement elle vient à être là, et qu'est-ce qui fait qu'elle est là, tout simplement. Mais vous voyez, cette confiance originaire, c'est cette structure fondamentale de l'action dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire ce pari sur les attentes de comportement. Ce pari sur les attentes de comportement, au fond, il est toujours là, dès la plus tendre enfance, et on sait bien combien, au fond, une perturbation dans les attentes de comportement, bah, par exemple, des parents qui abandonnent leur enfant ou qui le maltraitent, ou que sais-je, n'est-ce pas? Les attentes de comportement ne sont pas formulées, mais elles sont là, et elles sont en quelque sorte brutalement déçues dans ce vécu. Eh bien, combien tout cela peut traumatiser à long terme un individu? Donc, d'un point de vue ontogénétique, c'est effectivement très, très important, mais ce sera pas mon sujet.